bés bi bésub jàmm ak lang la retrouvailles ak famille bi la bii bésu fekk ñëpp di waaj góor ak jigéen ma ni pare leen bésub sañsek mbégte la adduna yëpp daje fa ku la fa jiitu nanga ko fa fekk fexeel ba buñ la ko nettalee. Dans l'actualité de ce jeudi, sit-in des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec à l'origine de leur colère, la vente de 3 hectares du site. Plus de détails dans cette édition. Des habitants de Tivaouane-Peulh en colère, l'insécurité sévit dans ce quartier de la banlieue. Selon les populations, elles ont organisé une marche de protestation aujourd'hui. À la une également, le rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel. Chaque jour, 8 civils meurent lors des affrontements. Les civils, principales victimes de l'instabilité au Sahel. On vous explique tout dans cette édition. Et puis à suivre, notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage Manuel pratique des droits de l'homme, une œuvre exceptionnelle de 10 professeurs agrégés. Dans l'actualité également, l'événement culturel en France, le mythique Grand Bal de Paris-Bercy, l'ambiance, les préparatifs avec vous, Sarah Cissé, en direct depuis Paris. Bonsoir Sarah, et quelle est l'ambiance ce soir en France ? Bonsoir Chérif, comme tu peux bien l'imaginer, une ambiance de folie. Les Sénégalais, je dirais même les Africains, puisque toute la communauté africaine se prépare à cet événement exceptionnel qui va se dérouler ce week-end à Paris. Et bien entendu, la télévision Futur Média s'est mobilisée comme un seul homme. Toutes les équipes sont là. Et voilà, nous serons donc en direct dans la deuxième partie de cette édition, Chérif. Merci beaucoup Sarah Cissé, que nous allons retrouver pour les préparatifs et l'ambiance de ce grand bal de Paris-Bercy version 2022. L'actualité, les travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec protestent contre la vente de 3 hectares du site. Le syndicat démocratique des travailleurs soupçonne une tentative de liquidation de l'établissement. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Youssou Barro. Sur les 6 hectares que mesure l'hôpital Aristide Le Dantec, l'État compte vendre les 3 pour reconstruire l'hôpital, suffisant pour soulever l'ire des travailleurs qui disent être contre cette vente. C'est une violation flagrante. Loi numéro 64-46 du 17 juin 1964 que nous déplorons relative au domaine national. Donc c'est une violation flagrante. L'hôpital Aristide Le Dantec reste un symbole, un patrimoine national. L'État ne doit pas vendre ces hectares-là. Ces travailleurs soupçonnent d'ailleurs l'État du Sénégal de vouloir liquider totalement l'hôpital. L'État ne reconstruit pas. L'État a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il faut que ça soit clair. Il faut que l'opinion sache que l'État a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et nous avons des preuves que ce plan existe. Il a construit beaucoup d'hôpitaux sans vendre des hectares. Allez à Touba, ailleurs. Allez, partout il a construit des hôpitaux sans vendre des hectares. Pourquoi ils veulent vendre les hectares de Dantec? Parce qu'il y a la mer. Parce qu'il y a la mer. Hein? Parce qu'il y a la mer. Oui. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi ils comptent s'opposer à l'entrée de tout engin dans cet hôpital tant que la situation de certains travailleurs ne soit réglée. Aucun engin rentre sans régler le sort du personnel. Nous ne l'accepterons pas. À partir d'aujourd'hui, aucun engin n'entrera dans l'hôpital sans que le sort du personnel ne sera pas réglé. C'est œil pour œil, dent pour dent. Nous n'accepterons pas que le personnel soit sacrifié. Étant dans un état de délabrement total, l'hôpital Aristide Le Dantec doit être reconstruit selon l'État. Mais la vente de la moitié des parcelles de l'hôpital fait l'objet de beaucoup de polémiques. Marche de protestation des habitants de Tivaouane-Peulh. Ils dénoncent l'insécurité qui sévit dans ce quartier de la banlieue de Dakar. À l'insécurité s'ajoute également un déficit infrastructurel. Les populations lancent un cri de détresse. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Amadou Ba.
Absence d'infrastructures adéquates, manque de structures sanitaires, tels sont les mots évoqués par les populations de Tivaouane Peulh. Déterminées à changer leur cadre de vie, elles ont manifesté leur mécontentement. Récemment, nous avons enregistré plus de 5 morts au niveau de la commune de Tivaouane Peulh. Et nous ne pouvons pas comprendre. Tivaouane Peulh n'est pas, on n'est pas au fond du Sénégal. Nous ne sommes pas à Fongolemi ou quelque chose. Nous sommes à quelques mètres de Dakar. Et nous n'avons ni d'électricité, nous n'avons ni d'eau, nous n'avons ni de route. Nous avons le président Macky Sall. Les gens qui ont fait des choses, nous avons fait des choses. ndax tey soo fi duggee ci ay tali yu xonk la ñuy dox su tawee tuuti taw bi jot a ñëw ñëpp seen yére ñu ngi yàqu te ñun ñu ngi ni jóge Dakar. Les habitants de Tivaouane Peulh souhaitent désormais le rattachement de leur localité au département de Keur Massar. Nous n'avons rien sur le plan infrastructure. Il n'y a rien qui bouge dans cette commune. Tout ce qui va sur le département de Rufisque, c'est Rufisque qui s'en sert et là nous sommes délégués au second plan. Donc c'est pour cela en fait, qu'on voulait au départ être rattaché au département de Keur Massar. Il menace de voter contre la liste de la mouvance présidentielle. Les populations décident d'ailleurs de prendre à bras le corps la question de l'insécurité dans leur localité en attendant l'érection d'un poste de police. Merci Mamadou. Confection des tenues scolaires des travailleurs de Saint-Louis, des tailleurs de Saint-Louis réclament à l'État le règlement des factures. Selon eux, ils n'ont pas été payés et ce malgré l'exécution et la totale livraison de la commande. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. D'attente, les tailleurs de Saint-Louis qui avaient gagné le marché pour la confection des tenues scolaires de Pâle à Galoya dans le département de Podor haussent le ton. Ils attendent depuis lors leur acompte de 60% qu'ils n'ont jamais reçu. Les jeunes se sont mobilisés pour la confection dans les délais des tenues scolaires, mais depuis lors, ils n'ont rien reçu. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à plusieurs problèmes. L'État n'a rien fait pour nous sauver. Nous sommes à l'approche de la Tabaski et nous n'avons pas d'argent pour préparer la fête. Ces experts du ciseau se sont autofinancés et ont même terminé leur commande. Ils réclament à présent le versement de la totalité de leur argent, c'est-à-dire les 100% du contrat dans les 2 jours. Sinon, ils promettent de descendre dans la rue pour manifester leur colère à quelques jours de la Tabaski. Les tailleurs de Saint-Louis vivent des moments très difficiles. Ils ont emprunté de l'argent partout et depuis lors, ils attendent toujours de rentrer dans leurs fonds. Pour les fêtes de la Korité, ils n'ont pas travaillé. Ils étaient tous dans les magasins pour accomplir la mission assignée par les autorités afin de respecter la date de livraison. Presque 25 jours, 26 jours. Pour éviter la prison aux membres de leur association, les travailleurs de la région réclament leur argent à l'ADER qui avait pris des engagements pour les payer. Beaucoup de tailleurs ont reçu des convocations à la gendarmerie. Ils risquent tous la prison parce qu'ils avaient emprunté de l'argent. À Saint-Louis, certains tailleurs ont reçu des convocations à la gendarmerie. Beaucoup avaient emprunté de l'argent à la banque pour honorer leur engagement. À Mbacké, des transporteurs se regardent en chien de faïence pour la présidence du regroupement des transporteurs. Plusieurs candidats en lice après la fin du mandat de la commission ad hoc. Cheikh Mbodj, candidat, dénonce un coup foireux de ses adversaires qui s'opposent à une élection sans le président intérimaire. Explication Papa Balagaï. De la gare routière de Mbacké, Cheikh Mbodj dénonce ce qu'il appelle une forfaiture de la part de ses potentiels adversaires pour diriger le secteur du transport à Mbacké. Bedoundoy a quitté Dakar et il devait se rendre à l'hôpital de Jannatou. Ils ont appelé ma mort et le président leur avait demandé de renvoyer l'Assemblée générale, une chose qu'ils n'ont pas voulu entendre. Nous avons reçu les audios qu'ils ont envoyés avant même la réunion. Nous savons ce qu'il se passe. Ils tentaient un coup d'État et ça ne passera pas. 6 mois après la fin du mandat de la commission ad hoc mise en place pour assurer l'intérim suite au décès de l'ancien président Pape Diop Diadji, Cheikh Mbodj invite l'autorité administrative à convoquer les partis en lice au retour de l'intérimaire en partance pour la Mecque. Il faut attendre le retour du président intérimaire de la Mecque. De ce fait, il y aura une vente des cartes et l'organisation des élections pourra se faire. Nous n'irons pas à l'échelle nationale, même si des choses se trament derrière nous. La présidence de la gare routière de Mbacké, objet de polémique depuis un certain
ton, les candidats se regardent en chien de faïence attendant l'arbitrage de l'autorité administrative. Merci Pabala. Les jeunes ne doivent pas être la chair à canon des politiques. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre à Thiès entre des juristes et des organisations de la société civile. Ils se sont réunis dans la Cité du Rail pour une formation qui portait sur le processus électoral. Compte rendu, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Professeurs, juristes, des experts, des organisations de la société civile ont fait un focus sur les textes électoraux relatifs aux législatives, l'importance d'une participation politique active des femmes et des jeunes comme gage d'une démarche inclusive et pacifique. Des jeunes avertis sont restés concentrés sur l'atteinte de leurs objectifs. Ils veulent des élections apaisées. La situation actuelle du pays interpelle tout un chacun et nous sommes plus que conscients d'une seule situation actuelle. La jeunesse ne doit plus être le bras armé d'un politicien. La jeunesse doit prendre toutes ses responsabilités et on l'a noté à travers les élections passées, une forte participation des jeunes lors de ces élections. C'est ça que nous disons à la jeunesse. Nous avons noté lors de ces élections passées des jeunes qui ont eu à briguer des mairies et qui en sont sortis gagnants. La présidente pour la migration de l'Alliance, le leadership et le développement avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie regrette le manque de respect notoire des leaders des partis politiques à l'égard des jeunes et des femmes. Et il faut surtout leur donner la place qu'ils méritent. Les femmes méritent d'être beaucoup plus visibles, beaucoup plus audibles dans leurs paroles et ma foi, ce n'est pas ce qu'on voit, malheureusement. Si c'est les jeunes, c'est quand il y a quelque chose qui tourne mal, qu'on leur demande d'aller au front. Madame Ndiaye a appelé aussi les chefs de partis politiques à former les jeunes dans les écoles de partis pour inverser la tendance. En prélude à la 50e Assemblée générale de la Fédération internationale des jeunesses libérales, la Fédération se fixe comme objectif de former tous les jeunes libéraux. Tenu aujourd'hui, le Congrès de la jeunesse libérale pour la liberté invite les autorités africaines à veiller à la sécurité des jeunes. Au cours de ce congrès, les participants ont échangé sur la thématique « Une voix pour la jeunesse libérale et progressiste d'Afrique ». Voici à ce propos la présidente Kautar Mawa avec Habib Faye. On a décidé d'organiser ce congrès ici au Sénégal, qui est le sage d'Afrique et qui est gouverné par qui dans l'idéologie libérale, parce que nous comptons sur l'appui de Monsieur le Président, nous comptons sur l'appui des autres pays africains pour qu'on puisse enfin aller de l'avant et pouvoir parler haut et fort du libéralisme et pouvoir être entendu tout en implémentant des actions qui sont réellement concrètes. Et cela ne peut être fait sans le réseautage qu'on est en train de conduire aujourd'hui. Pardon. Juste après les élections, nous avons été toutes et tous rassemblés dans une sorte de session interactive pour collecter les idées et les objectifs qui nous incombent. Parce qu'en tant que bureau, comme j'ai expliqué, qui est constitutif, notre notre priorité pour le moment, c'est de pouvoir former les jeunes libéraux pour qu'ils puissent être les leaders de demain. Le Sénégal aurait refusé de signer l'amendement de la CEDEAO visant à limiter le nombre de mandats des chefs d'État à 2. Selon Cheikh Tidiane Dièye, le leader de Avenir Sénégal Bignou Beug dénonce ainsi une volonté du président Macky Sall d'aller vers une 3e candidature. Face à la presse ce matin, les membres de cette plateforme exigent du ministre des Affaires étrangères de retirer la réserve du Sénégal. Tout bonnement, on est tout cela avec Alassane Ba et Pape Sangoune Mbaye. C'est une information qui, selon le leader de Avenir Sénégal Bignou Beug, a échappé à notre attention. Le refus du Sénégal, aux côtés du Togo et de la Côte d'Ivoire, de voter l'amendement visant la limitation des mandats des chefs d'État de la CEDEAO à 2. Le Sénégal actuel, avec la Côte d'Ivoire, vous en connaissez les raisons, et encore avec le Togo, qui n'est pas une référence. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays qui se sont opposés à l'amendement de cette disposition et l'introduction de la limitation des mandats dans le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie.
Cheikh Tidiane Dièye et compagnie exigent du ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall de retirer la réserve du Sénégal. D'ailleurs, il compte suivre avec beaucoup d'attention le prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le 3 juillet prochain. Nous ne voulons pas que l'histoire retienne que le Sénégal a été à l'encontre d'une évolution majeure au plan constitutionnel et a détruit une possibilité de convergence constitutionnelle positive pour les 380 millions de population ouest-africaine. Et c'est une exigence que nous formulons de retirer immédiatement cette réserve et que nous suivrons le prochain sommet des chefs d'État prévu le 3 juillet prochain et nous ne voulons pas que le Sénégal aille à ce sommet en soutenant. Face à la presse, il dénonce les propos du procureur qualifiant d'insurrectionnel la dernière manifestation de Yewwi, ce qui, à son avis, n'est pas surprenant. Au président Sall, il a tenu à lui rafraîchir la mémoire. C'est Macky Sall qui a dit ça, le 20 juin 2011. Il a appelé les Sénégalais à le rejoindre dans la rue. Est-ce qu'il avait été taxé d'insurrectionnel, cette demande ou cet appel, à l'époque? Pourtant, si le régime d'Abdoulaye Wade avait qualifié cette demande ou cet appel d'insurrectionnel, il aurait pu déclencher aussi ou libérer sa justice contre lui et il aurait pu être arrêté. Pourtant, Abdoulaye Wade avait eu la grandeur de ne pas l'avoir fait. Et c'est ce président Macky Sall aujourd'hui qui ose dire que l'opposition appelle à l'insurrection. Il estime que le pouvoir doit arrêter de jouer avec le terme rebelle avec l'arrestation annoncée d'Ousmane Kabili Diatta. Alassane, l'autre grand titre de cette édition, la situation au Sahel central. Les civils, principales victimes de l'instabilité, dans un rapport publié par la coalition citoyenne pour le Sahel intitulé « Ce qui a changé ». Chaque jour, en moyenne, 8 civils meurent lors des affrontements. Une situation inquiétante qui découle de l'impunité et de la corruption selon la dite coalition. Compte rendu de la conférence de presse tenue ce matin, Fatima Touré et Diafar Abba. Dans la région du Sahel, 8 civils sont tués en moyenne tous les jours. C'est ce qui ressort du deuxième rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel intitulé « Ce qui a changé ». Un chiffre inquiétant et qui en dit long sur l'instabilité chronique notée dans cette région. Les civils n'ont jamais autant été pris pour cible depuis le début de ce conflit, il y a maintenant plus de 10 ans. Malheureusement, on note une insécurité croissante et on note un ciblage des populations qui est de plus en plus grand et un niveau de violence qui augmente. Et cela est lié effectivement non seulement à l'implication des groupes armés ont changé de mode opératoire. Une situation avec son lot de conséquences sur les populations. Aujourd'hui au Niger, vous avez plus de 4 millions de personnes qui sont donc en situation de crise alimentaire du fait de cette insécurité. Nous enregistrons au Niger plus de 800 écoles fermées et donc qui affectent énormément d'enfants. Le coup d'État a contribué à fragiliser l'appareil sécuritaire. Et ce qui aussi est à l'avantage plutôt des groupes armés terroristes qui profitent de cette phase de latence et de cette phase de réagissement pour pouvoir gagner du terrain et pouvoir imprimer les rythmes. Devant l'escalade de la violence, Afrikajom alerte sur la protection des civils. Le basculement géopolitique et ses conséquences, comme vous le savez, il y a Barkhane qui part, Takuba. Puis ensuite, il y a l'arrivée de nouveaux partenaires, le partenaire russe. Sur le plan étatique, le discours officiel utilisé, ce sont les instructeurs russes. Il y en a d'autres, c'est ça aussi la polarisation. On parle de Wagner et de mercenaires. Et effectivement, cette situation rend de plus en plus difficile le travail des organisations de droits de l'homme. Entre autres recommandations formulées par la coalition citoyenne pour le Sahel, la protection des populations civiles et leurs biens. Elle demande aussi aux bailleurs internationaux de financer au moins 80% des plans de réponse humanitaire d'ici décembre 2022. Pour rappel, le Sahel est dans une instabilité chronique exacerbée par la menace djihadiste.
Merci Fatima. Et puis un mot d'économie. Les entreprises sénégalaises ont gagné près de 220 milliards de francs CFA dans l'exploitation des ressources naturelles. L'annonce est du secrétaire technique du comité de suivi du contenu local, Mor Ndiaye Mbaye, recevait ce matin le président du comité national de suivi du contenu local. Autre aspect positif dans cette exploitation, c'est la formation du capital humain dans ce secteur. Écoutons à ce propos Mor Ndiaye Mbaye avec Alassane Ba. Sur 2021, par exemple, en termes de sorties que nous avons effectuées pour aller voir les acteurs majeurs du secteur et de rencontres qu'on a eues, des rencontres qu'on a pu organiser, on en a eu plus de 100 sur les 6 mois. Donc ça, on est dessus. Et à la fin de l'année, nous avons pu, sur ces différents segments, quand même capitaliser, essayer de faire la situation pour voir qu'est-ce qu'on peut présenter comme résultat. Sur la formation du capital humain, qui est un aspect déterminant dans les opérations, on comptabilise plus de 55 000 heures de formation dispensées par les compagnies, les sous-traitants à des Sénégalais. Nous avons pu aussi capitaliser plus de 220 milliards de francs gagnés par des entreprises locales. Voilà. Donc, je pense que c'est des aspects importants. Sur les projets sociaux aussi qui sont développés, financés par ces entreprises-là dans le cadre de leur RSE, on a pu donc identifier autour de 2,5 milliards de budget, en tout cas de budget de financement de projets sociaux. Et puis dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage Manuel pratique des droits de l'homme, une production scientifique et littéraire qui porte la signature de 10 professeurs agrégés. Un outil qui décrit parcours et explique la dualité de l'univers des droits de l'homme. 490 pages pour parler de l'évolution des droits de l'homme en Afrique et particulièrement au Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf et Pape Sango Dembaye. Parler de cette production intellectuelle revient à évoquer l'appellation donnée à l'œuvre. Cette fois, le choix est porté sur le manuel pour parler des droits de l'homme. On a parlé de manuel, le langage a un sens juridique, pour interpeller sur la dimension et la vocation du manuel, en ce sens qu'il est destiné à un public éclectique. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas seulement d'un manuel. Il y a une dimension et une charge conceptuelle qui est dans l'ouvrage, et je le définirai davantage comme un manuel avec un versant doctrinal, un manuel avec un versant théorique. Un manuel pratique qui invite à saisir le paradigme transdisciplinaire des droits de l'homme. La méthodologie qui a été définie avec le directeur des études, Silla Sow, c'était de procéder à un alliage entre des enseignants qui ont une spécialité différente. Vous verrez qu'il y a aussi bien des privatistes que des publicistes. Autour de cette réflexion étaient réunis des experts du droit international, du droit public et du droit privé. Le nôtre, c'était un postulat très pratique. Il y avait une première édition en 1996 qu'il fallait renouveler. Renouveler par un autre postulat qui n'est cette fois-ci pas pratique, mais qui est scientifique, c'est d'accompagner le mouvement, les mutations qui se sont produites en matière de transformation des droits de l'homme, en matière d'évolution des droits de l'homme. Dans ce manuel, il est clairement mentionné que l'expression des droits reconnus aux citoyens ne peut se faire que dans un État démocratique et que la presse est un outil indispensable pour arriver à ce degré de maturation. Elle est à l'épicentre de la construction des États, à l'épicentre de régimes démocratiques. La démocratie, non pas la démocratie institutionnelle, mais la démocratie substantielle, la constitution sociale, cette idée de démocratie substantielle, suppose nécessairement qu'il y ait un pluralisme. Et le pluralisme ne peut être assuré que si la liberté de la presse est assurée. Ce manuel pratique des droits de l'homme, fruit d'une collaboration de 10 professeurs, est un hommage à la pensée avant-gardiste du professeur El Hadji Mbodj, une fierté pour ses collègues de ressusciter un de ses legs à la science du droit en Afrique.
Daniel Diouf. Les tensions continuent à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Des milliers de personnes descendues dans les rues de Goma mercredi dénoncent ce qui s'appelle l'agression rwandaise. Une manifestation exprimait également leur soutien à l'armée congolaise. Les manifestants scandaient des slogans hostiles au Rwanda et à son président Paul Kagame. C'est un pillage de magasins appartenant à des ressortissants rwandais commercial. Dans un la participation des autorités rwandaises dans le soutien à la rébellion démocratique du Congo. Kinshasa promet de défendre chaque centimètre de son territoire. Vent de décrispation politique au Bénin avec la libération provisoire de 17 détenus sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont la Cour de répression des infractions économiques ordonné mercredi leur libération provisoire. Les appels à février 2000 complot de crimes et complicité. Et puis la guerre en Ukraine, une opportunité pour certains pays. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui voit ses exportations de charbon vers l'Europe passer de 4% à 15%. Le pays a livré plus de 3000 tonnes de charbon aux Européens depuis janvier. Les importations de charbon russe L'Europe doit donc trouver de nouveaux fournisseurs et le besoin se ressent déjà sur le marché du charbon sud-africain. Les pays européens ont importé au cours des 5 premiers mois de l'année 2022 40% de charbon en Afrique du Sud, selon des chiffres obtenus par l'agence de presse Reuters. Les exportations vers la France ont été multipliées par 7 environ. Des pays comme l'Espagne, la Pologne ou l'Allemagne ont-ils commencé à importer du charbon sud-africain. Le charbon, un secteur économique important pour l'Afrique du Sud, où il représente environ 2 milliards de dollars de revenus annuels. Daniel, dans l'actualité sportive, le Casa Sport vise le doublé Coupe Championnat, mais s'attend à une finale difficile face à l'étoile Lusitana. C'est l'avis de l'entraîneur Ansou Djedju, qui rappelle aux autres clubs la notion du fair play après les incidents notés lors de la demi-finale face à Agel de Rufisque. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. La réaction de notre administration, mais je lance un appel à ce que les gens comprennent que ça, c'est du sport. Je ne veux pas perdre, c'est vrai, mais quand je perds, je dois perdre dans la sportivité. On va se préparer à rencontrer une équipe difficile à jouer, parce que s'ils arrivent ici, c'est parce qu'ils ont quelque chose quand même dans les jambes, et il y a quelqu'un derrière, ou il y a des gens derrière qui travaillent bien. Voilà, on les prend au sérieux, et puis on va se préparer sérieusement pour ne pas perdre. Je disais le doublé, comme je l'ai dit, moi, dans une compétition, je n'y vais pas pour jouer le second rôle, je vais pour gagner. Maintenant, si on gagne, je saurai pourquoi on va gagner, j'ai tout mis en place pour gagner. Là, je vise vraiment à gagner les 2 trophées. Et puis dans le cadre de la préparation de la CAN 2023, le Sénégal est allé tenir en échec le Cameroun, 2 buts partout, un résultat satisfaisant d'après le sélectionneur des Lions, Mam Moussa Sissé, qui évoque en revanche un manque d'expérience. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Victime expiatoire et qu'on avait pour avoir éliminé le Mali. Des arguments à faire valoir. On a essayé sur la base de nos capacités, sur la base des moyens que nous avons, essayé de jouer un match équilibré avec cette équipe du Cameroun. Vous voyez, on fait 0-0 la mi-temps, on prend un but sur balle arrêtée. Et ce que je retiens, c'est la capacité de réaction de nos filles. On a su élever notre niveau de jeu, on a su égaliser, on a même mené, disons, avec un peu d'expérience, on a pu gagner.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Direction Paris-Bercy pour les préparatifs et l'ambiance en France à moins de 48 heures maintenant de l'événement culturel, le Grand Bal de Paris-Bercy. Toutes les informations relatives à cet événement, c'est avec Sarah Cissé. C'est à vous, Sarah, dites-nous tout. Rebonsoir Chérif, merci de me faire le témoin. Cela fait donc bientôt 48, enfin on est à 48 heures plutôt, devrais-je dire, de l'événement. J'en profite pour re-souhaiter bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct de Dakar, d'Afrique, partout ailleurs dans le monde. Donc je le disais tantôt, nous sommes à 48 heures d'un événement. De l'événement ici dans la capitale parisienne, un week-end de folie qui attend non seulement les Sénégalais qui ont fait le déplacement, vous allez le voir tout à l'heure sur les images, c'est tout simplement impressionnant, mais aussi les Africains, la communauté internationale, parce que Bercy, c'est vraiment une institution. Alors pour en parler ce soir, justement, j'ai sur ce plateau un des nôtres, qui est de la maison, journaliste, chroniqueur. Charles Fay, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, c'est quand même impressionnant, comme je le disais tout de suite. Au menu de ce journal, d'ailleurs, tout de suite, nous allons voir l'arrivée du personnel, des employés, de la télévision, Futur Média, 800 personnes. C'est extraordinaire. Non, je le dis parce qu'en réalité, j'étais vraiment très, très loin de me douter que c'était ce mécanisme qui était mis en branle pour organiser Bercy. C'est vrai, c'est la 10e édition. Rappelons que la première fois que cela s'est passé, c'était à Arena, en tout cas en 2000. On est en 2022, ça fait 22 ans. Mais c'est quand même une énorme machine qui se met en branle pour organiser tout ça, Charles. Oui, absolument, Sarah. C'est une construction qui est partie de 99 à aujourd'hui. 23 ans, 10 éditions, c'est que ça... assez extraordinaire en termes de longévité, une durée de vie qui montre qu'il y a eu un travail qui a été fait, une incrustation de Bercy, de ce qu'on appelle Bercy Arena, Accor Arena, depuis quelques années, mais c'était Bercy, donc qui s'est installé dans les imaginaires des Parisiens autant pour moi, mais aussi de tous les Sénégalais, qu'ils soient d'ici et d'ailleurs, et qui viennent partout rencontrer Youssou N'Dour sur cette plateforme extraordinaire qui est culturelle, qui est musicale, parce que c'est un tout, ce n'est pas que de la musique, c'est le Sénégal qui se vend, c'est le Sénégal qui se voit, et c'est ce qu'apporte Youssou N'Dour par la persévérance, par un travail accompli, par du professionnalisme, et quand on voit 800 personnes qui viennent, c'est vrai que ça a l'air surprenant, mais il faut savoir que Youssou N'Dour est lourd, c'est de la dimension de Rolling Stones, ça se déplace comme ça, c'est pas... Absolument, et pour une reprécision, quand je dis 800 personnes, ça concerne bien entendu 200 personnes, c'est le cabinet de Youssou N'Dour, le Youssou N'Dour Head Office, et puis 500 partenaires. Ce n'est pas tout. Bercy mobilise. J'aime bien le terme d'institution parce que je pense qu'en 10 éditions, mais qu'en 20 ans de présence, je pense ce grand a fini par être une référence, une institution dans le domaine de la culture, mais aussi de la musique. Alors nos reporters se sont justement rendus dans le 18e pour faire vivre la ferveur à 48 heures de l'événement. On regarde ça tout de suite et on revient pour les commentaires sur le plateau. ak Youssou Ndour le 18 du yomb de xalé nañ ko préparer ñun de préparer nañ yor nañ suñu billet ba paré nañ fa tassé le 18 du yomb nak avec Paco Afro du yomb ñu ngi leen di xaar ci lépp nak mèche yaangi ni perruque yaangi ni ñu ngi leen di xaar. Ok Ronnie depuis Paris man paré na Youssou Ndour bi le 18 juin ok billet bi jënd na ko ça fait des semaines paré na ku ko jëndul xolal jëndal ci soo ko yorul leba fende mo nga fay parce na ko papa yu no mu ne ko de waaw un an gisuñu papa yu presque 2-3 ans gisuñu papa yu corona bi depuis moi arrive 2019 on est là toujours souffrir xam nga dañu bëgg a xolal
Bercy avec Youssou Ndour, le 18 juin, on y sera, on a déjà nos billets, venez nombreux peuples africains. Oh là là, il y a côté, il y a Boulko Khar, Fen. Le samedi inch'Allah Youssou Ndour Marie Sène ak waa TFM groupe bi ñëpp ñëw nañu ce 18 juin là inch'Allah Bercy dina toj man j'en ai marre ci loolu xaar ma dégg inch'Allah ce 18 juin. Ben, je pense que le mot n'était pas faible. Hein. Quand je disais tout à l'heure week-end de folie, voilà ce qui va se passer. Vous voyez toutes ces personnes très contentes de renouer avec l'emballe de Bercy. Ça faisait, mine de rien, 5 ans que ça n'était pas arrivé dans la capitale parisienne. Entre-temps, on l'a même entendu, Charles, avec un intervenant. Il y a eu la Covid. Où vraiment les gens, enfin le monde a cessé de tourner pendant au moins 2 ans et je pense que le fait de réorganiser Bercy cette année va faire du bien à beaucoup de personnes. Oui, absolument. Il y a la Covid, une prison culturelle, une prison de la vie tout simplement parce que tout le monde est obligé de rester à la maison, que ce soit à Paris et partout ailleurs dans le monde, comme tu l'as dit. Mais quoi, c'est libérateur quand on voit Youssou Ndour qui arrive justement à Paris pour un spectacle comme celui-là, 5 ans après. Mais sur ces 2 années, pour tout le monde aussi, c'est très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'industrie culturelle qui reprend, l'industrie de la musique qui reprend. C'est Youssou Ndour qui se remet avec des Sénégalais d'ici, des Africains venant d'ailleurs et tout, qui pendant 2 ans étaient obligés par rapport aux restrictions qu'il y avait et toutes les contraintes de rester à la maison et de suivre depuis le téléviseur, en tout cas certains événements culturels. Donc c'est très libérateur et quand on entend l'autre, quoi, je veux dire, nous tous, nous sommes comme lui, à un moment on avait un peu assez de tout ça. Avec cette excitation, cette âme d'enfant. Oui. Et voilà. Bercy c'est aussi Charles et je pense que l'élément qu'on va mettre tout de suite va le démontrer. Ça fait l'affaire aussi de gens de la diaspora, d'entrepreneurs. On aura l'occasion de commenter. Je vous en dis pas plus. Je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné avec Aminata. Elle est conductrice burkinabé depuis près de 20 ans. Et elle nous dit ce qu'elle pense de cette grande rencontre qu'est Bercy. Burkinabé de nationalité, elle répond au nom de Aminata. Conductrice de taxi depuis 20 ans, elle nous parle de sa rencontre avec Youssou Ndour. C'est un monsieur que j'ai déjà rencontré à l'aéroport de Charles de Gaulle et j'ai fait une pause avec lui. C'est un mec très sympathique que j'admire énormément et j'aime beaucoup regarder ses concerts, écouter sa musique et tout ça. Bercy a un rendez-vous musical de grande envergure, le Grand Bal. Ça fait aussi l'affaire des entrepreneurs. Aminata en est l'exemple. Quand il y a le concert de Youssou Ndour, vous savez bien, il y a énormément du monde. Donc, sûr qu'on va très bien travailler, et comme les autres fois quand il était présent à Paris. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup à faire. À 48 heures de la grande fête, Aminata, à l'âge de nombreux ressortissants de la diaspora, s'apprête. Avec 20 ans d'expérience dans ce milieu de transport, elle lance un message aux femmes africaines. Je pense que c'est un métier qu'il faut aimer, parce qu'autrement, on risque d'arrêter très vite dedans, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de bouchons, beaucoup de choses. Donc il faut beaucoup aimer pour pouvoir rester aussi longtemps dedans. J'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup, ça commence à venir, on n'est pas si nombreux. J'espère qu'il y aura au Sénégal des femmes taxi au Sénégal, ça fait plaisir. C'est super sympa et je vais visiter le Sénégal. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai des amies sénégalaises qui sont parties avec moi dans mon pays et on va organiser de visiter le Sénégal. Un reportage signé Madeleine Diao que nous remercions au passage. Donc, tout de suite, comme vient de le dire, vient de témoigner donc cette dame burkinabé. Bercy, comme je le disais tantôt, ça fait l'affaire d'entrepreneurs, mais aussi de ressortissants qui vivent ici, africains qui sont présents ici à Paris. Oui, absolument. C'est de l'économie, justement latérale ou collatérale que l'on peut tirer justement de cette rencontre de Bercy. Où demain, on va avoir
Samedi, autant pour moi, tous les chauffeurs, dont cette dame aussi, de taxi qui vont beaucoup travailler, amenant aussi bien les gens à Bercy que les ramenant chez eux. Et puis il y a tout le reste, il y a tous les restaurants avoisinants, c'est tout un commerce. D'abord, les femmes qui ont comme se faire très belles. Vous imaginez, les gros ont acheté probablement des habits parce qu'en fait, la rencontre, il faut savoir que la rencontre de Bercy, le grand bal. Oui, c'est pas un c'est un grand bal, c'est une sortie. Des retrouvailles, ce sont des histoires qui se créent, des mariages qui ont existé grâce à Bercy, des gens sont rencontrés, sont mariés, donc on se met à son meilleur profil, on présente un profil, on se prépare en conséquence. On se met sous son meilleur jour, finalement ce n'est pas seulement le talent artistique sénégalais qui est magnifié, c'est aussi le patrimoine, la culture. C'est la culture sénégalaise, le savoir sortir des femmes sénégalaises, le savoir-faire justement d'un Youssou N'Dour en termes de musique et tout simplement le savoir. Pourquoi? Parce que aussi c'est une plateforme commerciale, donc tout le monde travaille, tout le monde trouve son compte. Ce sera aussi le travail pour les vigiles qui seront là. Tout le monde trouvera son compte dans cette affaire jusqu'à la préfecture, parce que jusqu'à la mairie, parce qu'aussi sur chaque billet vendu, on s'en rend pas compte, quoi. C'est quand même 20 000 personnes qui vont venir. C'est une économie, à part la finale de la Ligue des Champions qui a eu ici, lieu le 28 il y a longtemps, avec au stade Saint-Denis de France. Vous imaginez qu'il y avait combien de dizaines de milliers de personnes? C'est le deuxième rendez-vous de Paris. Alors, Charles, j'aimerais qu'on revienne sur la 10e édition. Je disais tantôt, ça a commencé en 99, c'était à Évry-Couronne, au stade de Bercy, donc cela fait 22 ans, 10 éditions en 22 ans et à chaque fois un succès, il faut le dire, retentissant. Alors, vous connaissez l'homme pour être son collaborateur, pour être son conseiller. Vous connaissez également le groupe du Super Étoile. Et selon vous, quel est le secret de la longévité de cet événement qui ne prend pas une ride à chaque fois qu'il est organisé? Mais d'abord, la préparation. Youssou N'Dour, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Chez lui, l'improvisation se prépare. Donc c'est quelqu'un qui s'est construit autour du travail et de la préparation. La deuxième chose, justement, c'est le travail de longues années, de pratique. 4 heures de spectacle, vous savez, c'est pas tout le monde qui le fait, surtout quand on arrive à un certain âge. Mais bon, il est arrivé à ce niveau-là, à force de travail, comme il le dit ça assez souvent. Talent, soit c'est 15%, 45% c'est le travail. Et cela s'est incrusté au point de devenir une institution, force de sueur. Beaucoup de sueur. Il a beaucoup sué Youssou. Le Super Étoile s'est bonifié avec le temps. 4 heures à jouer, à gratter la guitare ou à taper avec les tout. Au bout de plusieurs années, imaginez quelque chose. Mais malgré tout cela, Youssou n'improvise jamais. Et ce spectacle a commencé depuis, dans la tête de Youssou N'Dour et dans les prestations du Super Étoile. Cela a commencé à Carnegie, c'était une préparation. À Dakar, la fois dernière, le 10, c'était une préparation. Tout ça pour ce rendez-vous merveilleux du samedi 18. Alors, on revient rapidement, juste avant de rendre l'antenne, sur la diaspora sénégalaise. Ce sont de grands moments de retrouvailles, de communion, je dirais, pas seulement pour la diaspora sénégalaise, mais même la diaspora africaine, puisque cette édition, Youssou l'a voulu africaine en concevant une chanson, l'Afrique à son grand bal. Selon vous, Chafaï, est-ce une manière de confirmer son leadership sur la scène africaine ou plutôt une manière d'encourager les Africains à s'unir et à bâtir les États-Unis, les États-Unis d'Afrique? Oui, j'aime bien votre formule. Vous savez, moi j'ai toujours pensé, et Youssou l'a toujours démontré à travers ses arts, il y a Africa Unite. Quand il le chante, c'est pas gratuit. Mais pour moi, Youssou N'Dour, quelque part, il représente ce Nelson Mandela de nos jours aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est rassembleur. Donc il n'a jamais pensé Sénégal. Il a toujours élargi son horizon pour aller en Afrique et pour aller à la conquête du monde, justement. Et Bercy, Manifeste est une... que c'est leur... Et bon, son ambassadeur, pour moi, l'un de ses plus grands ambassadeurs, c'est Youssou. Il est tout à fait normal qu'il invite l'Afrique à commencer à croire en elle-même, quoi. Et l'Afrique a répondu, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous serons en direct comme ça, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à notre date butoir, c'est-à-dire dans un peu plus de 48 heures, pour le grand
Grand Bal de Bercy ce 18 juin. Alors, toutes nos excuses pour nos téléspectateurs qui attendaient, me dit-on, à l'oreille le débat de notre confrère Abdoulaye Cissé sur la santé, un instant que je ne dise pas de bêtises. Débat sur la santé, le thème c'était l'hôpital public, ses financements, ses infrastructures. Malheureusement, vous ne l'aurez pas ce soir, mais ce ne sera que partie remise. Et tout de suite après nous, bien, vous retrouverez la grande Binta Diallo pour Soir d'Info. Nous avons été ravis d'être en direct depuis Paris-Bercy et nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même plateau, Inch'Allah, pour vous faire vivre les grands moments de ce spectacle exceptionnel.